Bonjour à tous et à toutes, chers collègues, et à vous tous et vous toutes qui partagez cet après-midi dans ce magnifique auditorium. Donc, depuis sa formation, il y a un peu plus de 4,7 milliards d'années, le climat de notre planète a constamment évolué, avec des périodes généralement plus chaudes qu'aujourd'hui et entrecoupées de périodes extrêmement froides. En fait, par exemple, il y a un peu moins d'1 million d'années, on a eu cette terre boule de neige très très froide. Et en fait, depuis 2 millions d'années, nous sommes dans la période quaternaire avec cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires. Et depuis 10 000 ans, un peu plus, nous sommes rentrés dans la période de l'Holocène. Voilà, donc comment raconter cette histoire? Je crois, alors pourquoi le faire? Bien sûr, je crois qu'avant tout, c'est pour le plaisir de la connaissance, une curiosité intellectuelle. Mais nous pouvons aussi, et nous sommes aussi intéressés par, disons, mieux connaître, mieux appréhender les interactions entre l'évolution du climat, l'émergence du vivant, le développement des espèces, ou plus récemment nos civilisations. Comprendre les mécanismes des changements climatiques est également important pour, en fait, mieux appréhender l'évolution future de notre climat, tester les modèles climatiques. Donc, pour cela, nous avons besoin d'archives climatiques. Alors, quelles sont-elles? Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans une archive? Quelles propriétés? Bon, un matériau, un milieu, un sédiment ou autre, dont la composition ou bien les propriétés sont affectées par des paramètres climatiques, par la température, les précipitations, la circulation atmosphérique, la circulation océanique, ou par des paramètres qui jouent sur le climat lui-même, par exemple l'activité solaire ou bien l'activité volcanique. Tout cela, disons, ce sont des archives climatiques. Et que regarde-t-on dans ces archives? Alors, ça peut être les propriétés chimiques, la composition, les propriétés physiques, la composition chimique, aussi la composition isotopique, c'est très important, j'y reviendrai, la répartition des espèces, par exemple, également, et, disons, un caractère un peu spécial aux archives historiques. Alors, bon, c'est peut-être pas une liste complète, mais parmi les principales archives, eh bien, si vous êtes intéressé très loin dans le temps, ce sont effectivement les témoignages géologiques qui nous sont très utiles. Les périodes glaciaires interglaciaires, on s'intéresse aux sédiments marins, aux glaces polaires, aux sédiments lacustres, alors avec des séries polyniques ou des séries de fossiles dans ces différents sédiments, mais aussi il y a beaucoup d'informations qui nous viennent des stalagmites, de leur composition chimique et isotopique, et pour les périodes plus récentes, eh bien, ce seront par exemple les cernes de sable ou les récifs coralliens. Ces archives climatiques, elles doivent être accessibles et préservées, et ce n'est pas toujours simple. Je donne ici l'exemple du forage de Vostok. Donc nos collègues soviétiques commencent en 1970 et ce sont les Russes qui l'ont terminé, donc dans le cadre d'une collaboration entre la France, disons la Russie et les États-Unis, pratiquement à la fin des années 90, 30 ans. Pourquoi? D'abord, c'est un coin, c'est disons l'endroit le plus froid de la Terre, jusqu'à moins 90 degrés l'hiver, et nos collègues soviétiques ont hiverné, de très nombreux hivers, et voilà, et de nombreux pertes de carottiers, vous voyez, des déviations. En fait, ce n'est à la cinquième tentative que, disons, ces 400 000 ans d'archives climatiques ont pu être récupérées. Alors évidemment, ces archives ne sont intéressantes enfin, en tout cas, sont plus intéressantes si elles peuvent être datées. La datation, c'est vraiment un point très important de notre discipline. On a là aussi différentes méthodes, des plus simples, le comptage des couches. Par exemple, les cernes d'arbres, c'est vraiment apparent, mais c'est vrai aussi pour les récifs coralliens ou pour certains sédiments lacustres, où il y a des couches laminées, ou les glaces polaires, disons, en forte accumulation. Les méthodes radioactives sont très, très utilisées, donc tout le monde est familier avec la méthode au carbone 14. Alors, ça ne couvre pas des périodes très, très longues, quand même quelques dizaines de milliers d'années. Uranium, thorium, il y a aussi beaucoup d'autres, disons, approches basées sur la radioactivité. La comparaison à d'autres séries bien datées, alors en particulier grâce aux astronomes, nous avons
disons, un calendrier précis des variations de l'insolation qui joue un rôle climatique extrêmement important, la position de la Terre sur son orbite. Et ça nous est aussi utile pour dater aussi des horizons repères. Une fois que vous avez, par exemple, on connaît la date précise d'un événement volcanique dans une archive, eh bien, si on retrouve cet événement volcanique dans une autre archive, on pourra lui attribuer un âge. Donc ça, c'est aussi très fréquent. Très souvent, il est utile, indispensable de faire de la modélisation, par exemple l'écoulement d'une calotte glaciaire pour pouvoir dater l'écoulement de la glace dans une calotte glaciaire. Et puis, assez généralement, eh bien, nous appliquons des méthodes inverses, c'est-à-dire en gros, on prend toutes les informations dont on dispose et on en tire l'information optimale. C'est un peu cela, mais tout cela, disons, ce sont un peu des datations absolues. Ce qui est aussi très très important dans de nombreux cas, sont les datations relatives. Il est tout aussi important de connaître, par exemple, au cours d'une déglaciation, la séquence des événements, qui arrive avant qui, et que la date absolue. Ça peut être tout aussi important, ces datations relatives. Bon, voilà, nous sommes, je crois que beaucoup des paléoclimatologistes sont des géochimistes isotopiques. L'isotopie est au cœur de notre discipline. Alors voilà, donc il y a les isotopes, les formes isotopiques de l'eau, donc HDO, quand on remplace l'hydrogène par un hydrogène lourd, l'oxygène 16 par l'oxygène 18. Et puis il y a toute une autre série d'isotopes. On peut aussi utiliser l'isotopes du carbone, de l'azote, de l'oxygène, des gaz rares, et encore beaucoup d'autres qui nous apportent des informations climatiques. Par exemple, dans le cas des molécules d'eau, eh bien, c'est assez intuitif, les molécules lourdes vont condenser plus facilement, si bien qu'elles sont, disons, leur concentration est plus importante dans la neige, dans la pluie, elle diminue dans la vapeur du nuage, et à mesure qu'on s'approche des régions polaires, il y a de moins en moins d'isotopes lourds dans le nuage, et donc des précipitations de plus en plus appauvries. Et c'est par exemple, disons, à travers ce graphique que Claude Lorius et Liliane Merliva ont présenté cette notion de thermomètre isotopique. Vous voyez que si on se promène sur l'Antarctique, des régions côtières, jusque vers le centre de l'Antarctique, eh bien, il y a une diminution, disons, quasi linéaire du contenu en isotope avec la température. Alors, à chaque étape, donc, voilà, c'est ce qui nous sert de thermomètre isotopique. Un autre intérêt, c'est que les calottes glaciaires, sont appauvries en isotopes lourds par rapport à l'océan, et que donc, quand on accumule de la glace sur le continent, c'est le cas dans une période glaciaire, eh bien, le contenu isotopique de l'océan va augmenter, et c'est cela qui sert également à mes collègues paléocéanographes. C'est en tout cas une des méthodes pour reconstituer l'élévation du niveau de la mer. Donc, voilà, donc une carotte de glace, c'est à peu près une douzaine de centimètres de diamètre, donc ça, elle vient, je crois, du carottage d'Epica, donc au centre de l'Antarctique. Ce qu'on retrouve dans la glace, beaucoup d'informations. Donc, je vous ai parlé des isotopes, vous voyez, de l'eau, mais on s'intéresse également aux bulles d'air. Et là, je tiens à rendre hommage à mes collègues grenoblois, à Claude Lorius, Dominique Reynaud, son équipe, Jean-Marc Barnola, Jérôme Chaplaz, qui se sont vraiment illustrés dans ces aspects d'analyse des bulles d'air. Mais aussi, il y a beaucoup d'impuretés, des poussières, des aérosols divers, du sel marin, des aérosols de pollution. On retrouve par exemple le plomb des Romains, et puis les isotopes cosmogéniques, ce qui nous vient de l'extérieur de la planète, et également dans chaque volcan, et puis on en retrouve l'empreinte dans les glaces polaires. Donc, et en fait, un des avantages de ces glaces, c'est qu'elles donnent accès non seulement à des paramètres climatiques qui influencent, mais à tous les forçages. En fait, dans ces glaces polaires, on a enregistré les variations de l'effet de serre, les variations des quantités d'aérosols dans l'atmosphère, l'activité volcanique et grâce aux isotopes cosmogéniques, en particulier le béryllium-10, l'activité solaire. Je vais terminer par 3 exemples, donc en remontant dans le temps, les 800 000 dernières années, donc cette succession de périodes glaciaires et interglaciaires, donc à gauche, il y a moins 800 000 ans, et en rouge, donc c'est la température reconstituée, disons donc sur ce site, ce forage européen qui s'est terminé au début des années 2000, disons au site du Dôme C, où il y a cette magnifique station franco-italienne, les variations de température avec
et ça a été la surprise au départ, eh bien cette corrélation, cette ressemblance, cette corrélation entre les variations de gaz carbonique, moins de gaz carbonique pendant les périodes froides, plus pendant les périodes chaudes, et le climat. Et aussi intéressant, c'est le fait que, eh bien, température mesurée en Antarctique, caractère régional, et niveau de la mer, en bas, vont main dans la main. En fait, à ces échelles de temps, si on ne regarde pas en détail, eh bien, effectivement, il y a, disons, des enregistrements comme Sylvester qui ont un caractère global. Voilà, mais alors ce qu'on en déduit, eh bien, c'est, vous voyez, les variations d'insolation en haut, hein, on parle de l'insolation d'été, c'est celle-là, c'est l'insolation, les variations d'insolation qui gouvernent le rythme des changements climatiques. C'est très clair, mais disons, et c'est maintenant certainement complètement admis, les gaz à effet de serre et les autres forçages jouent le rôle d'amplificateur, par exemple au moment d'une déglaciation. Un deuxième exemple, donc sur une période plus récente, plus courte, on regarde la dernière période glaciaire, entre, disons, moins 10 000 et moins 90 000 ans, moins 10 000 à gauche. Et ça a été, en fait, on a parlé de surprise climatique à l'époque, c'était une véritable surprise. Donc, quand j'ai commencé, eh bien, on parlait de changement climatique, mais personne n'acceptait l'idée qu'il puisse y avoir des variations climatiques extrêmement rapides. Et c'est au début des années 80, d'abord dans les forages, disons dans les forages océaniques, et puis dans les forages glaciaires, en particulier au Groenland, que ces variations très rapides ont été mises ont été vraiment découvertes, et avec des variations de température, des réchauffements de l'ordre de 10 à 15 degrés en une décennie ou quelques décennies. Donc vous voyez, ça c'est le... Alors ces variations rapides sont particulièrement marquées dans l'Atlantique Nord et les régions adjacentes, parce qu'elles sont attribuées en particulier aux variations de circulation océanique, hein, on va parler du fameux Gulf Stream, et puis aussi à circulation atmosphérique dans ces régions, mais en fait elles sont, disons, elles sont enregistrées, elles se répercutent à l'échelle planétaire, et là vous avez à travers différentes... Voilà, le Cariaco Basin, c'est, disons, dans l'Atlantique tropical, au large du Venezuela, donc c'est des sédiments marins. Dans une stalagmite, donc le rythme des moussons est aussi marqué par ces variations rapides, c'est une stalagmite chinoise. Et puis c'est également le cas au Brésil. Et en fait, donc vous voyez, c'est un caractère quasi global, mais quand même en Antarctique, on en voit que, disons, elles sont extrêmement amorties. Donc ces variations climatiques rapides ont été... je crois, une véritable découverte des 2 dernières décennies du XXe siècle. Alors on s'intéresse aussi au climat plus récent, donc avec là aussi toute une série d'outils, hein, donc le climat dernier millénaire dont Emmanuel Leroy-Duruy s'était rendu célèbre dès dans les années 60. Hein. Donc on combine séries météorologiques anciennes, données documentaires, indicateurs aussi dans les cernes d'arbres, dans les glaciers, les spéléothèmes, les sédiments lacustres, les récifs coralliens également. Il y a aussi la mémoire dans les trous de forage. Et tout cela combiné permet de proposer des reconstructions du climat du dernier millénaire. Alors je montre ici celle qui a été proposée par Michael Mann en 1999, voyant en s'appuyant sur un ensemble d'indicateurs, à la fois des données thermométriques, des études sur les cernes d'arbres, sur les récifs coralliens, sur les glaces polaires, mais aussi des archives historiques. Alors à l'époque, disons, la principale conclusion de cet enregistrement était que les 30 dernières années sont les 30 années les plus chaudes que nous ayons connues depuis un millier d'années. Pour l'hémisphère nord, hein, c'est moins bien documenté pour l'hémisphère sud, parce qu'il y a moins de données. Mais donc les 30 dernières années, et il y a eu beaucoup de discussions à l'époque, c'est ce qu'on appelle la courbe en crosse de Hocquet. Mais en fait, ça a été largement confirmé dans les 2 derniers rapports du GIEC, ce diagnostic que les dernières décennies sont vraiment exceptionnelles dans le contexte du dernier millénaire. Donc ce que je crois vous avoir, enfin en tout cas j'ai le sentiment que ces quelques exemples, alors que ce soit le dernier millénaire, la nécessité de placer les variations récentes dans un contexte plus long, l'existence de variations climatiques rapides, le lien entre climat et effet de serre, une bonne connaissance de la variation du niveau de la mer, ça illustre vraiment, je crois, l'intérêt de s'appuyer sur notre connaissance de la mémoire de notre climat
pour mieux appréhender son évolution future. Merci beaucoup.